Dans la vidéo précédente, j'ai décrit le circuit pour la polar horizontale. Donc il y aura deux circuits, puisqu'ils seront connectés aux entrées d'un coupleur 90 degrés. Et dans cette vidéo, je vais décrire le circuit pour la polar verticale. Alors pour la polar verticale, la doc nous donne 9 kg à 80 MHz. En fait, moi je vais me contenter de 9 kg à 71 MHz. Parce qu'au-dessus de 71, ça ne m'intéresse pas trop. Alors je pourrais reprendre le même circuit, puisque le BGA 6289 descend très bas en fréquence. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est l'inductance ici. Si je veux descendre à 10 kHz ou 9 kHz, peu importe, il va falloir une très grosse valeur d'inductance ici. Et ça risque de me poser des problèmes au niveau de l'adaptation d'impédance à la sortie. Et de toute façon, pour descendre à 9 kHz, l'inductance va être beaucoup trop grande, ça va pas le faire, quoi. Je vais être obligé de concevoir un autre circuit plus adapté, surtout pour les basses fréquences. Donc je reviens au schéma original de la Rode-Schwartz. Donc ce schéma là correspond à la partie horizontale de l'antenne. Je suppose que la partie verticale c'est à peu près la même chose. Et là le problème, pour couvrir de 9 kg à 71 mégas, c'est pas si facile que ça, parce que arrivé aux hautes fréquences, disons entre 30 et 71 mégas, le rendement baisse à cause de la capacité d'entrée du transistor. C'est ce qu'on va voir. Alors je vais prendre exemple pour faire le test sur ce circuit. Ça vient d'un document que j'ai trouvé sur internet, qui vient de là. Bon, c'est bizarre qu'ils publient ça sur internet. Bon, faut dire que le schéma est pas compliqué, hein. C'est le schéma classique des antennes actives, hein. Je dirais même que c'est extrêmement simple comme antenne. Mais enfin, pour faire le test, pour expliquer le problème aux hautes fréquences, c'est très bien. Alors, revenons au schéma. Voilà, donc j'ai étudié le schéma, j'ai lu les explications, ça tient bien la route, hein, c'est pas du n'importe quoi. Donc je vais dessiner ce schéma là et on va le simuler. Donc voilà, le schéma est prêt pour la simulation, donc je lance et je vais regarder l'impédance d'entrée. Donc j'enlève la phase et je passe en linéaire. Voilà, ici on a l'impédance d'entrée, c'est-à-dire l'impédance à ce niveau-là, ici. Et on voit qu'aux basses fréquences à 10 kHz on est à 1 mégoum 4, mais plus on monte en fréquence, plus l'impédance baisse, pour arriver à seulement 653 ohms, ici. Donc on comprend bien que sur un brin à haute impédance, c'est comme s'il y avait un court-circuit, quoi, quasiment, quoi. 653 ohms, le peu d'énergie qu'il y a dans le brin va directement, est perdu directement, va directement à la masse, quoi. En gros, hein, pour simplifier. Et tout ça à cause des capacités parasites du transistor à l'entrée. Donc si je prends le modèle du transistor, c'est-à-dire le modèle qui contient tous les paramètres pour la simulation, donc le voilà. Donc la capacité grille drain 7,4 pf, alors je vais la modifier, je vais la mettre à 1 pf, voilà, comme dans les transistors de course. La capacité grille source, pareil, je vais la mettre à 1 pf. Voilà. Ok, donc je ferme et j'enregistre. Voilà, je relance la simulation. Alors notez qu'on est à 653 ohms, hein. Je relance la simulation. Et là on passe tout de suite à 1,7
même 1,8, 1,79 kΩ. Voilà, là on voit bien le problème qu'il y a sur le transistor, les pertes qu'il peut y avoir à haute fréquence dues aux capacités d'entrée. Là on voit bien que comme j'ai diminué la capacité d'entrée, capacité parasite d'entrée, tout de suite on saute à 1,79 kΩ. Donc voilà, aux basses fréquences ça fonctionne très bien, haute fréquence, diminution du rendement. Donc il faut bien comprendre que ce circuit là, c'est la même chose que ça, hein, en plus simple. Donc à peu près le même circuit, à peu près les mêmes problèmes aux hautes fréquences. Donc je me suis demandé, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'améliorer le système pour avoir un gain uniquement aux hautes fréquences, c'est-à-dire garder la partie adaptation d'impédance à forte résistance d'entrée, à forte impédance d'entrée pour la partie basse fréquence, et plus la fréquence va augmenter, donc plus l'impédance d'entrée va diminuer, et à ce moment-là avoir un peu de gain pour compenser la diminution de l'impédance d'entrée, c'est-à-dire pour compenser les pertes, quoi. J'ai donc ressorti mon vieux bouquin des années 80, milieu des années 80, qui m'a permis de comprendre le fonctionnement des transistors, avec plein de petits détails, sans trop de mathématiques, donc sans trop se casser la tête, c'est ce qu'il me fallait. Et dans ce bouquin-là, il y a un montage qui m'intéresse, c'est celui-ci, qui permet d'avoir une impédance d'entrée correcte, c'est-à-dire ni trop haute ni trop faible. Il y a une boucle de contre-réaction qui permet d'améliorer les performances en IP3, en intermodulation donc. Et on peut régler le gain avec les résistances. Donc c'est un montage amplificateur à contre-réaction. C'est ce montage-là que je vais utiliser pour réaliser l'antenne active. Donc voilà le circuit. J'ai gardé le même étage d'entrée que sur le circuit de la polar horizontale. En étage de sortie, on reconnaît la configuration qu'il y a sur le bouquin avec son complémentaire et les 4 résistances pour régler le gain. J'ai simplement rajouté les résistances de polarisation pour le bon fonctionnement. J'ai déjà simulé l'intermodulation, donc j'ai une IP2 à quasiment 72 dBm et une IP3 à 34 dBm. Donc quand on regarde la doc de la Rode-Schwartz, je suis donc dans les clous. IP2 50, IP3 30. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, je lance la simulation. Je vais regarder le paramètre S21 qui correspond au gain, parce que là on peut parler de gain maintenant. Je ne suis plus en négatif mais en positif. Voilà. Donc aux basses fréquences ça fonctionne en adaptateur d'impédance. J'ai simplement 1,5 dB de gain. Et plus je monte en fréquence, par exemple je vais jusqu'à 71 mégas, à 71 mégas j'ai 4,5 dB de gain. Mais on peut encore améliorer. Alors avant d'améliorer, je vais regarder l'impédance de sortie. Et je suis pas trop mal puisque ça varie entre 48,4 à 52,4. Donc voilà. Si je vais à l'extrémité à 71 mégas, 52, donc c'est pas trop mal. Au niveau impédance de sortie, je suis à peu près dans les clous. Alors il y a deux moyens d'améliorer les performances, enfin le gain plutôt, aux hautes fréquences. Le premier moyen c'est celui-ci, c'est rajouter deux capacités de 82 pf en parallèle sur les résistances de 22 ohms. Et en faisant ça, on obtient un gain à 71 mégas de 11 dB. Donc c'est pas trop mal.
Voilà, 11 dB à 71 mégas. Par contre, en contrepartie, il y aura sûrement une dégradation des performances en intermodulation. Parce qu'en plaçant les condensateurs de cette manière-là, on relie ces points-là à la masse. Bien d'accord, hein, parce qu'à haute fréquence, ce condensateur-là va se comporter comme un court-circuit, reliant ce point-là quasiment à la masse. Donc on perd les avantages de la contre-réaction. À voir en usage réel comment que ça va se comporter. Si je vois que ça déconne, ben je les retirerai tout simplement. Le deuxième moyen, c'est de placer en parallèle sur les résistances de 100 ohms des capacités de 220 pf. Donc on obtient cette courbe avec un gain à 71 mégas de un peu plus de 10 dB, un peu plus de 10 dB à 71 mégas. Alors là, ça a l'avantage de ne pas dégrader les performances en IP3. Par contre, c'est l'impédance de sortie qui va en prendre un coup. Si je refais une simulation et que je vais regarder l'impédance de sortie, alors je passe en linéaire, donc voilà, et là ça en prend un sacré coup, puisque plus on monte en fréquence, plus l'impédance de sortie baisse. Donc voilà quoi, bon, pareil, à voir à l'usage comment que ça va se comporter. Donc même punition que la première version, si ça va pas, ben, je les enlève tout simplement. Maintenant si on compare les deux montages, donc celui-ci à gauche qui correspond à ce montage là qu'on a vu tout à l'heure, quand on regarde la courbe, on est en négatif, il n'y a pas de gain, c'est même un atténuateur. Il n'y a pas de gain puisqu'on est en négatif. Maintenant on va le comparer au montage que j'ai réalisé, et là on est en positif, on a du gain, et on voit que le gain augmente aux hautes fréquences. Donc mission accomplie, c'est celui-là que je vais réaliser pour la Polar verticale, et en fin de vidéo je vous mettrai le schéma complet avec les protections. Alors pour comparer l'efficacité aux hautes fréquences, j'ai utilisé la même technique que dans la vidéo précédente. Donc un petit brin de quelques centimètres seulement. Donc très court par rapport à la longueur d'onde pour éviter les phénomènes de résonance. Donc on a des plaques qui ont exactement la même dimension. Donc cette plaque là, il n'y a pas le dispositif actif. Et là, il y a le dispositif actif. Donc on va voir ça tout de suite. Donc je suis avec le dispositif actif et le signal. Voilà le signal à 6. Maintenant je vais passer sans le dispositif actif. Là je suis sans la partie active. J'ai quand même relié le câble d'alimentation à la masse pour être exactement dans les mêmes conditions qu'avec la partie active. Et on voit que il n'y a plus rien. J'entends un vague signal dans le fond, mais il n'y a plus rien quoi. Donc voilà, le circuit fonctionne parfaitement. Là on voit vraiment la différence. Surtout aux hautes fréquences. Alors, il y a un piège où il faut faire vraiment très attention. C'est le signal par rapport au bruit. Là, j'ai représenté un signal sans le dispositif actif. Donc, on a le bruit, le plancher de bruit et la hauteur du signal. Et souvent, dans les antennes actives du commerce, plus ou moins merdiques, on a effectivement une augmentation du signal. On voit bien que le signal a augmenté. D'accord ? Mais le bruit a augmenté aussi.
Et on voit que la différence entre la hauteur du signal et le bruit est exactement la même dans les deux cas. Donc total, il n'y a pas de gain. Enfin, il y a du gain, c'est un faux gain si vous voulez. Le signal augmente, mais le bruit augmente avec, hein, donc effet nul. Et là, j'ai représenté mon dispositif actif. On voit que le bruit n'a pas augmenté. Par contre, le signal a augmenté. Et on va vérifier ça tout de suite. Alors, le système est alimenté, relié au récepteur par le câble. Donc, je mets en route l'alimentation. Alors, il faut vraiment écouter parce que la différence est très faible. Alors, attention, je mets en route la lime. Voilà, j'éteins. Je mets en route. Voilà. J'éteins. Je remets en route. Voilà, c'est extrêmement faible. Donc le circuit génère très peu de bruit. Voilà. Alors maintenant la même expérience, mais sans le préampli. Et on voit que le préampli est enclenché. Donc je coupe le préampli. Voilà, il n'y a plus de préampli. Alors écoutez bien parce que là, on n'entend rien. On n'entend pas la différence plutôt. Attention, j'allume. Voilà. Le circuit est alimenté. J'éteins. J'allume. Je vais le mettre un peu plus fort. Donc j'éteins. J'allume. Voilà. Et pourtant, le circuit est bien alimenté. La preuve, c'est que quand je mets le doigt, là, je capte les perturbations ambiantes. Voilà. Et j'éteins. Donc sans préampli, qui est l'utilisation normale du récepteur, hein, la quasi-totalité du temps j'utilise pas le préampli, donc on n'entend pas la différence que le circuit soit alimenté ou pas. Donc c'est impeccable. Alors maintenant je vais vérifier la résistance au signaux fort, donc il est connecté à l'analyseur de spectre et au tracking de l'analyseur. Je suis donc à 2 dB par division. Alors donc, je vais augmenter le niveau à l'entrée du circuit. Donc, je vais passer à moins 3 dB, donc ça va augmenter comme sur le circuit à polaire horizontal, ça va augmenter de 2 dB. Alors, moins 3, voilà. Moins 1 dB, ça augmente bien de 2 dB à chaque fois, il n'y a pas saturation. Malheureusement je ne peux pas aller au-delà de 0 dBm. Donc quand je vais passer à 0 dBm, ça va augmenter seulement d'un dB, c'est-à-dire une demi-division. Donc 0 dBm, voilà, une demi-division. Je ne peux pas aller au-delà, le niveau que sort le tracking n'est pas suffisant. Ça correspond en millivolts. Alors en millivolts, j'ai 223,6 millivolts à l'entrée du circuit et j'arrive pas à le saturer. Donc c'est très bon signe. Alors en ce qui concerne les mesures, j'ai commencé le balayage de 9 kHz jusqu'à 1 MHz. On voit qu'il n'y a pas de perte puisque j'ai 1,5 dB de gain. Donc là c'est correct. Ensuite j'ai balayé de 1 MHz jusqu'à 71 MHz. On voit que le niveau augmente au fur et à mesure que la fréquence augmente.
ce qui compense les pertes dues à la faible impédance d'entrée du transistor aux fréquences élevées. On arrive à 23 dB de gain à 64 MHz, après ça retombe à 71 MHz à 15 dB de gain. Ensuite, l'adaptation à la sortie, donc c'est correct jusqu'à 30 mégas puisque je suis à moins 19 dB à 30 MHz, ce qui correspond à un SWR de à peu près 1,2. Après ça se gâte de 30 à 71 mégas, c'est pas top. Enfin, ça n'empêche pas le bon fonctionnement de l'antenne. Enfin, à voir dans les conditions réelles d'utilisation. Et là on voit que dans le plus mauvais des cas, je suis à moins 9 dB, ce qui correspond à un SWR de 2. Et quand on compare cette courbe à la courbe du circuit polar horizontal, c'est-à-dire l'adaptation en sortie, où là, sur ce circuit-là, il fallait vraiment que ça soit bien adapté puisqu'il est relié à un coupleur 90 degrés. Là, on voit bien la différence. C'est flagrant. Mais là, il fallait vraiment que ça soit hyper optimisé à la sortie. Voici le circuit complet avec les protections. Alors attention, hein, c'est deux circuits, c'est-à-dire le circuit pour la polar horizontale et le circuit pour la polar verticale, n'ont pas été testés encore dans les conditions réelles. Dans la prochaine vidéo, ce sera sûrement la dernière à ce sujet, les deux circuits seront réalisés au propre, l'antenne sera terminée, si tout va bien, et je ferai les premiers essais. Mais là, tel quel, je ne sais pas du tout ce que ça va donner en utilisation réelle, c'est-à-dire lorsque les brins de 1,50 m environ seront reliés au circuit. Voilà, donc rendez-vous à la prochaine vidéo. Alors ça va demander un certain temps parce que maintenant là, il va falloir que je cherche les composants, dessiner les circuits, faire la partie mécanique, donc ça va demander quand même pas mal de temps. Alors voilà, donc rendez-vous à la prochaine vidéo pour les tout premiers tests.